Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Solène Wachter, performeuse, danseuse et chorégraphe, artiste associée à la Ménagerie de Verre. Formée au Conservatoire de Paris et à Parts, elle est une interprète incandescente pour des chorégraphes de différents univers, comme Boris Charmatz depuis 2017, mais aussi autrice de la danse, avec un solo dans lequel elle s'illustre depuis 2022, For You, Not For You. Elle raconte son approche de la composition en danse, la question du public, cruciale, et l'envie d'utiliser le corps dans son entièreté pour la création. On l'écoute avec joie. Bonjour Solène. Bonjour. Merci d'être là en face de moi. Merci à toi. Entre Bruxelles et Paris. Ouais. On arrive à se croiser. On se croise. Là, c'est assez beau aujourd'hui. En plus, il fait super beau à Paris, donc ça fait trop du bien de faire un petit tour par Paris là aujourd'hui. Donc tu sors de la Ménagerie de Verre. Exactement. Là, j'étais en studio cet après-midi à la Ménagerie de Verre pour travailler, pour me mettre en jambes, juste pour prendre un peu l'espace toute seule en studio. Voilà, c'était un peu comme ça. T'es artiste associé à la Ménagerie de Verre. Ouais, effectivement. Ça implique quoi d'être artiste associé? En fait, c'est une aide. Déjà, ça implique qu'on peut utiliser les studios, qui sont quand même des studios assez beaux, dans cette Ménagerie de Verre assez lumineuse. Et puis, du coup, une aide pour la construction des projets. Voilà, moi, je travaille avec Margot Roy, qui a aussi son bureau à la Ménagerie de Verre. Enfin, voilà, c'est un accompagnement qui est super chouette. Tu y présentes ton travail? J'y présente aussi mon travail. J'ai présenté donc For You Not For You aux Inaccoutumés dernier. Et voilà, dans le Off, qui est aussi un lieu assez mythique finalement pour la danse contemporaine, pour la recherche. C'est marrant parce que c'est un lieu un peu hybride où le matin, on a des cours de danse assez techniques. Puis l'après-midi, il y a plein d'artistes qui se relaient pour chercher, pour bosser dans ces studios-là. Mais c'est aussi un lieu de présentation dans ce garage du Off qui a vu passer plein d'artistes assez marquants. Qui a une âme d'ailleurs. Oui, qui a une âme et on se dit toujours, tiens, alors comment est-ce qu'on va pouvoir danser dans ce Off qui a vu tellement de choses, et c'est toujours une expérience assez unique, un truc un peu bas de plafond, un peu sombre comme ça, mais qui va venir à la fois teinter et à la fois c'est une page blanche. Par exemple avec For You Not For You, c'était un écrin parfait pour cette pièce-là, le côté un petit peu brut du lieu. Ça marchait parfaitement, effectivement. Ça fonctionnait super bien. On y reviendra. Ouais. Et demain, tu me racontais que tu animes un workshop. Donc c'est aussi ça, ce lieu-là. Voilà, c'est aussi ça. Ouais. Donner des workshops un peu pour échanger en tant qu'artiste avec d'autres personnes à Paris. Donc voilà, c'est un peu un lieu où on vient, où on passe beaucoup. En fait, c'est peut-être ça aussi, être artiste associé. C'est un lieu qui nous accueille pour plein de différentes raisons. Pour dialoguer avec d'autres. Ouais, une petite maison... peut-être temporaire, mais en tout cas une maison où on se sent bien pour dialoguer avec d'autres artistes et puis pour créer et pour rechercher. Et donc toi, tu te présentes comment? Artiste, danseuse, interprète, chorégraphe, performeuse? Qu'est-ce que tu aimes à coller? Est-ce que tu aimes te définir déjà par quelque chose ou pas? Ouais, je dirais que je suis artiste avant tout, et puis performeuse. Je trouve que c'est un terme qui est pas mal. Danseuse, c'est un terme sur lequel on colle plein de choses. Peut-être que performeuse, c'est plus proche de ce que je fais. Pourquoi tu... Après, je suis danseuse aussi. Hein. Oui, pour d'autres aussi. Pour toi aussi. Oui, mais je pense que le terme performeuse, ça peut englober des moments où on chante, des moments où on joue, des moments, en fait, juste de jouer avec le corps et de le mettre en mouvement. Voilà, dans plein de formes différentes, du coup peut-être performeuse.
et danseuse parfois, et parfois pas vraiment. D'être voilà. au-delà de la danse, en fait. Oui, peut-être que c'est un terme qui veut ça, en tout cas. D'englober plusieurs choses. Ouais. D'englober peut-être plusieurs pratiques. En tout cas, la pratique du live et de se mettre en mouvement en live. Voilà. C'est bien de poser ce mot du live aussi sur un moment de spectacle vivant. C'est une particularité de ce qu'on fait, qui est puis aussi aujourd'hui avec tous les écrans, toutes ces choses plutôt enregistrées qui sont super intéressantes et qui sont un outil super chouette à utiliser. Mais qu'est-ce qui fait que ces différences qu'on fait nous, c'est le côté live, c'est le fait de partager un moment, un instant T avec des gens. Je fais quelque chose et puis une fois qu'on sort de la salle, ça n'existe plus ou ça existe dans la tête. Mais en tout cas, voilà, cette notion du live, elle est assez intéressante, je trouve. Mais l'appel premier, quand même, te concernant, était la danse. Oui, exactement. T'as commencé par là. Ouais, j'ai commencé par là. J'ai commencé tôt par là. En fait, ma mère était elle-même danseuse. Donc, je suis dans une famille assez artiste. Mon père qui jouait de la musique. Ça jouait beaucoup de musique, ça chantait beaucoup. Je viens des Pyrénées, de Bagnères de Bigorre. Et il y a ce lien à l'art, à la pratique de l'art aussi. J'ai commencé par la danse parce que j'ai toujours aimé ça et voulu faire ça, mais j'ai aussi fait du violoncelle, d'autres pratiques artistiques. Mais ouais, c'est resté la danse. C'est assez marrant parce que des fois on me demande oui, alors quand est-ce que tu as su que tu voulais être danseuse? Tu sais, ce moment un peu déclic que certaines personnes ont. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que je l'ai jamais eu. Alors c'est bizarre, peut-être que je vais l'avoir à un moment dans l'autre sens en me disant ah ben non, c'est pas ça que je veux faire. Mais en fait, c'est quelque chose qui a été toujours assez naturel où je me suis dit bon ben c'est ça que je fais depuis toujours, comme si je me suis jamais posé la question de voilà. Mais je l'ai toujours fait avec envie et ouais. Mais tu as enchaîné quand même des cursus de formation, ouais. Le conservatoire, puis après Parts. Oui, exactement. Du coup, j'ai commencé ma formation dans le sud de la France. Et après, assez vite, je suis partie au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. C'est long, on peut s'endormir, attention, quand on dit le titre de cette école. Voilà, du coup, j'ai fait 4 ans au CNSM. Et après, je suis partie à Parts, donc l'école d'Internet Kersmaker. Et voilà, donc... Et ça, cette école, il y avait vraiment un appel pour cette école ou tu avais d'autres options en tête? Ouais, il y avait un appel assez particulier pour cette école-là. Je trouve que c'est un chemin que moi j'ai beaucoup aimé, de faire le conservatoire où il y a plus une approche technique, une approche vraiment du corps, de se former. On est plus jeune aussi au conservatoire. Et après, d'avoir le bagage Parts, moi ça m'a ouvert un peu plus les yeux sur tous les différents aspects de la danse et de l'art en général, tout ce qu'il y a autour. On nous parle de beaucoup plus de scénographie, d'aller voir des spectacles, d'être critique sur ce qu'on voit, de savoir parler de la danse, de savoir intellectualiser la danse, et pas que. Il y a aussi une pratique physique qui vient du coup de la release technique, de Trisha Brown, qui a beaucoup inspiré aussi Internet Kersmaker. Donc ouais, je trouve que c'est une approche assez globale et qui va peut-être plus vers la création. Donc moi, pour mon parcours, c'est vraiment ce qui me fallait. Après, ouais, c'est très plein comme école. C'est vraiment du 8h à 8h du soir. C'est un truc où on est presque, ça serait peut-être le petit défaut, on est presque gavé d'infos, de théories, de pratiques, de pratiques de la création. Mais oui, c'est une école assez extraordinaire. Et puis aussi, on rencontre énormément d'artistes. Il y a ce côté international qui est très chouette. Et je pense qu'on en a besoin. Ça m'a amené une certaine ouverture sur ce qu'on faisait, sur l'actualité de la danse. Et qu'est-ce que ça a révélé de toi, cette école ? Je pense que ça a appuyé, je dirais, plutôt des choses que je sentais déjà quand j'étais au CNSM. Mais ça a appuyé cette envie de créer, cette envie de composer la danse et de faire ma danse aussi, peut-être. Je pense que ça pousse aussi les élèves et les artistes à avoir leur propre couleur. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ça va pas forcément uniformiser un groupe d'élèves, mais ça va au contraire dire ok, bon bah toi, c'est cette voie-là, ok, et comment est-ce qu'on pousse encore plus les curseurs de qui on est en tant qu'artiste pour avoir une individualité. Donc je pense que ça m'a aidé là-dessus. Et puis bien sûr, il y a aussi tout l'aspect composition,
outil de composition et d'interprétation aussi. Je trouve que c'est assez important de pouvoir réfléchir comment on crée, comment on danse, pourquoi on danse, qu'est-ce qu'on fait, quel est le paysage de la danse aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qui est politique, enfin aussi d'intellectualiser, de mettre des mots, de mettre des mots, de se poser les bonnes questions. Et je pense que c'est aussi, en tout cas pour moi, c'est arrivé au bon moment. Peut-être que si j'avais fait cette école-là 4 ans avant, je sais pas, à 16 ans, j'aurais pas compris l'utilité de ce qu'on nous y enseigne. Mais oui, je pense que ça donne pas mal d'outils. Ouais. On t'aide à trouver ton souffle, ta voix, c'est ça ? Ta singularité ? Oui, la singularité, ouais, aussi. Le souffle et la voix, ouais. Quand je dis le souffle, c'est ta singularité, c'est ta spécificité, c'est ta manière d'être par rapport à la danse. En tout cas, on dit tout peut être possible. On peut écrire sur la danse, on peut faire de la technique. En fait, je pense que ça ouvre les portes aussi à tous les autres corps de métier qui font l'art vivant. Et puis aussi, on allait voir beaucoup de spectacles, beaucoup de spectacles à Bruxelles. Et c'était vraiment obligatoire. Et je pense que ça, c'est très important pour former sa curiosité. Et puis aussi, encore une fois, pour comprendre, est-ce que j'ai envie de faire ça ? Qu'est-ce que je fais ? C'est quoi le paysage autour de moi ? Et donc voilà. Et des regards qui se posent aussi sur ton travail, qui te permettent de mieux comprendre ce que tu es. Oui, il y avait aussi un accompagnement par rapport au travail. Alors après, je me demande si ça... Je pense qu'il y a plein d'outils et en même temps, il ne faut pas non plus venir trop se calquer sur les outils qu'on nous donne parce que il peut y avoir ce côté-là un peu, pas doctrine, mais il faut pas tomber là-dedans. Je pense qu'il faut en prendre et en laisser comme tout, et puis après trouver vraiment ce qui nous peut nous servir et ce qu'on peut laisser pour pas faire des copier-coller ou des choses trop trop déjà inscrites. Mais il y a cet accompagnement-là et sur la composition, sur ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que c'est justement à Parts où j'ai commencé à réfléchir un peu à mes prochains projets, à moi en tant qu'auteur, et pas uniquement en tant que danseuse, justement. Et les figures qui t'inspirent à ce moment-là ? Il y a beaucoup de figures qui m'inspirent à ce moment-là. Je pense que c'était justement un peu un moment d'ouverture où tu prends tout. Ouais, je prends beaucoup de choses. Bien sûr, il y a la figure d'Anne-Theresa qui est très présente. Et finalement, c'est un peu le moment où j'ai découvert presque son travail. Bien sûr, je connaissais le nom d'Anne-Theresa Kersmaker, mais c'est un moment où on va un peu plus en profondeur sur ça, sur le travail de Trisha Brown aussi. Mais ça, c'est plus en tant qu'interprète. Je trouve que ça donne beaucoup d'outils pour danser, la release technique. Mais plein d'autres intervenants qu'on a eu à Parts, plein d'autres personnes. Justement aussi, j'ai rencontré Boris Charmatz lors d'un workshop dans l'école de Parts. Donc je pense que c'est une école qui ouvre à plein d'univers différents et c'est donc beaucoup d'inspirations différentes. Et tu comprends à ce moment-là pourquoi tu danses ? Ouais. Alors, pourquoi tu danses ? Je comprends pourquoi je danse. En fait, je comprends en tout cas qu'il y a plein de couches, qu'il y a plein de choses intéressantes à creuser, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Et je pense que je suis encore en recherche de pourquoi je danse. En fait, chaque pièce peut-être que je crée, ou même chaque pièce que je danse, c'est toujours cette question, elle est assez centrale. Qu'est-ce qui me fait bouger pour que le mouvement il soit juste et il touche des gens ? Pourquoi je danse ? Pourquoi je me mets en mouvement ? Je crois que c'est une question qui continue à me tarauder. Peut-être que j'ai pas encore la réponse. C'est pour ça que tu continues. Et en tant qu'autrice de la danse, tu te dis, ouais, moi j'ai envie de montrer quel type de danse ? En fait, je me place souvent aussi à la place du public quand je commence une création. Donc sur For You Not For You, il y avait vraiment cette envie le solo que j'ai fait, de me dire, ok, en tant que spectatrice, qu'est-ce que j'aimerais voir ? Et moi, c'est assez marrant, mais j'aime bien aussi les pièces qui se déplient au fur et à mesure, où on donne des clés de lecture au fur et à mesure de la pièce, comme s'il y avait quelque chose à comprendre, à chercher,
à désosser. Est-ce que la danse, elle peut envoyer des signaux et essayer de la lire autrement que juste en étant passif, mais en tant que public, en étant vraiment actif et essayer de comprendre. Donc je pense que sur For You Not For You, il y avait cette envie-là, en tout cas, de créer une pièce qui est composée de manière assez mathématique, ou du moins quelque chose qui se déplie au fur et à mesure où je donne des clés de lecture de plus en plus pour aller vraiment plus loin dans une lecture. Après, c'est intéressant. Je pense que j'ai créé cette pièce, ça commence à faire un petit peu. Enfin, ou pas, tout est relatif en fait, je sais pas, mais je l'ai créée à l'échelle d'une vie, ça fait pas très longtemps. Oui, c'est ça. En 2022. Ouais. Et elle tourne encore. Et elle tourne encore. Ouais. Mais c'est assez marrant par rapport à la composition. Je pense que j'étais vraiment aussi dans un moment post-parts, mais à la fois, j'avais déjà un parcours d'interprète qui m'avait fait aussi goûter à plein d'autres univers. Mais il y a cette question de l'écriture et de la composition, comme si je voulais vraiment comprendre la mécanique de la danse et vraiment... tiens, est-ce qu'une pièce, c'est une équation où il faut résoudre cette équation jusqu'au bout? Il y a... Ok, qu'est-ce qui est avant quoi, combien de temps exactement? C'est une pièce qui est ultra écrite, qui est assez... même moi, je me suis perdue presque dans l'écriture. Elle est millimétrée. Elle est assez millimétrée, elle est vraiment... ouais, elle est très réfléchie dans ce sens-là. Elle est assez millimétrée. Et c'est marrant, c'est peut-être aussi une période de ma vie. Après, je suis assez fière du coup de cette équation-là maintenant. Peut-être que dans la prochaine, ça sera moins comme ça et j'irai vers autre chose aussi. Mais ouais, elle est assez composée, on va dire. Et il y avait la question du public qui était centrale. Et ça, effectivement, pour y revenir, c'est un sujet qui est important pour toi. C'est comment l'artiste se positionne par rapport au public. Ouais. Et toi, tu es arrivé avec cette pièce qui se manifeste dans un écrin bifrontal. Bah oui, en fait, cette question du public, elle est cruciale parce que ça m'arrive souvent de me demander, dans des moments de crise même globale, quand on dézoome un peu sur sa vie, on se dit « Ok, qu'est-ce que je fais, moi ? D'accord ? Pour qui ? Comment ? Quelle est l'importance de ce que je fais ?» Du coup, la place du public, de ceux qui viennent assister à cette performance, de ceux qui font vivre l'art qu'on fait, parce que sans public, il y a sûrement encore de la danse, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y a des spectacles comme on les connaît aujourd'hui ? Peut-être pas. En tout cas, pour moi, c'est important de se poser la question de l'accessibilité, en tout cas de la place du public, et sans pour autant se brimer sur certaines envies qu'on a envie de faire, d'idées qu'on a envie de pousser. Mais du coup, oui, la place du public, elle est assez importante dans For You Not For You et dans les prochaines pièces aussi que je suis en train de réfléchir en ce moment. Et donc sur For You Not For You, c'est vraiment deux publics qui se font face, deux tribunes, et le point de départ de cette pièce, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut faire un seul spectacle qui aurait deux sens de lecture différentes. Est-ce que les deux publics peuvent sortir de la salle et puis se demander ce que les autres ont vu et ne pas avoir vu la même chose? Et c'est assez marrant parce que finalement, là je l'ai un peu tourné récemment, et il y a cette chose-là du public qui vient de me voir et qui me disait « Ah, j'aimerais bien voir l'autre côté. » alors les revenez Oui, voilà, exactement. Alors que finalement, ils ont vu la même chose, mais quand on voit quelqu'un de dos dans un spectacle frontal, on se pose pas la question de ce qu'il y a de l'autre côté, mais c'est ce triangle justement, dès qu'on place d'autres gens en face, il y a cette curiosité, un peu cette frustration. Est-ce que les gens d'en face ont accès à plus d'informations que moi? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils lisent eux? Et donc il y a un peu un triangle entre moi et les deux publics qui se fait et qui est assez jouissif à faire. Et puis le public devient scénographie en fait, devient... oui, exactement, ouais. Ben, le public... Habillage. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, je l'ai vraiment aussi pensé, oui, comme scénographie. Il y a tout un travail de lumière où je viens aussi éclairer le public. D'un coup, il est dans le noir avec ce quatrième mur et il se sent peut-être en sécurité. Et puis d'un coup, tac, il prend toute la lumière et il fait partie de la scénographie, il fait partie du show. Donc oui, je pense que pour le public d'en face, c'est assez chouette aussi de voir ce miroir, ce négatif en face d'eux. Et ce côté millimétré, une précision très forte dans cette pièce, c'est quelque chose qui te caractérise aussi? En tout cas, sur For You Not For You, c'est vrai que c'est très millimétré. Après,
c'est ma première pièce et la seule. Donc en fait, j'attends de voir aussi qu'est-ce qui va sortir sur la prochaine. Je pense que j'avais besoin de ça. C'est un peu un socle, une stabilité pour moi de vraiment me mettre à fond sur la composition pour cette pièce-là. Mais j'ai l'impression que peut-être que je peux aussi m'en éloigner sur la prochaine. Après, c'est sûr qu'il y a une approche à l'écriture qui est particulière. Mais et à la musique aussi. Oui, et à la musique. Après, par rapport à l'écriture, je pense qu'aussi, comme c'est une pièce qui est faite pour ces deux publics, il y a vraiment un peu comme quand on joue aux échecs, un peu le temps qui était compté de chaque côté avant de donner la réponse. En fait, le fait d'être cisaillé entre les deux publics m'a peut-être aussi forcé à vraiment penser la composition, vraiment penser à combien de temps pour les uns, tac, après je passe sur les autres. De toute façon, ça divise en deux. Il y a le chiffre 2, il y a déjà un côté un peu mathématique / compositionnel qui est de fait quand il y a un public en bifrontal. Enfin, en tout cas pour moi. Et la possibilité d'être multiple aussi, le temps de cette performance, pour toi aussi. Ouais. D'endosser plein de rôles. Ouais, bah ça c'est assez marrant parce qu'en fait, l'univers concert, la couleur vraiment de For You Not For You, qui est une couleur assez marquée finalement. C'est clair, c'est limpide, il y a cette coloration-là. Il y a cette coloration-là un peu pop, mais en fait elle est venue assez tard dans le processus de création de la pièce. Au début, il y avait vraiment juste cette envie-là abstraite de 2 solos en un. Et puis, du coup, je me suis posé la question de l'adresse. Ok, comment est-ce que ça peut être clair que je m'adresse à tel public et pas aux autres ? Et du coup, j'ai vraiment travaillé sur une gestuelle de concert. Une gestuelle, je me suis dit, qu'est-ce qui est plus frontal qu'une danse qui est faite pour être dansée devant 2 millions de personnes. Enfin, non, peut-être pas, mais en tout cas, dans un stade, toutes ces danses de concert pop qui sont très lisibles de loin. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec ce matériel-là. Et puis, de l'autre côté, j'avais envie d'aller vers quelque chose de différent. Et peut-être pas forcément d'opposé, mais en tout cas, quelque chose de différent et qui parle d'une même situation. Donc, de l'autre côté, quand la lumière bascule, c'est plus tout un aspect technique, tout l'arrière du décor qui se met en scène. Et comment est-ce que cet arrière du décor, la technique, les videurs d'un concert, tous les différents rôles qui sont pas forcément mis en lumière, comment est-ce que je peux les chorégraphier, les mettre en lumière et en faire une gestuelle tout aussi valable que la gestuelle du show. Voilà. Et alors les bonnes surprises de cette pièce quand tu l'as présentée pour la première fois, et puis elle continue à tourner, donc j'imagine qu'il y a toujours des joies particulières. Les bonnes surprises de l'accueil. Ouais, une des bonnes surprises, c'était que en fait, elle est assez drôle, alors que je pensais pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y a certains publics qui se mettent à rigoler et ceux d'en face ne rigolent pas. Alors ça c'était pas mal. Et ça arrive souvent quand je tourne la pièce. Du coup, il y en a qui comprennent pas pourquoi ceux d'en face sont en train de rigoler, qu'est-ce qu'ils ont eu. Donc toutes les réactions en fait du public, elles sont assez marrantes dans For You Not For You. Et oui, l'aspect humour, ça c'est marrant. Et puis je pense qu'aussi dans la danse contemporaine, les gens ils rigolent facilement parce que il y a un peu ce truc de ok, dès qu'on comprend un peu quelque chose, ça rigole, je trouve, le public de danse. Il rigole facilement au truc. Et du coup, dans For You Not For You, donc ça c'était un peu une surprise, mais en même temps ça va avec ma personnalité aussi en vrai. Donc c'est chouette de jouer avec ça. Et puis une autre surprise, ça serait peut-être l'accueil de ton travail d'artiste, tu vois. Enfin, c'est ça, des professionnels aussi. Ouais, ça c'est plutôt une bonne surprise aussi. La pièce, elle est assez bien reçue. Moi, ça me donne encore plus envie aussi de continuer à creuser. Ça donne confiance aussi, en fait, en étant complètement honnête. Je pense qu'il y a quelque chose avec ça, un peu un first try, comme ça, de lancer une pièce, d'avoir une envie, d'aller jusqu'au bout. Et puis, la pièce qui commence à avoir une vie, et puis une vie qui dure. Et donc, c'est sûr que ça fait plaisir. Et puis, on verra de quoi la suite est faite. Mais voilà, c'était une belle surprise, en tout cas. Et en parallèle, tu poursuis ton travail d'artiste-interprète pour d'autres. Ouais, exactement. Notamment pour Boris Charmatz. Ouais, c'est vrai. Je travaille avec Boris depuis 2017.
Et j'ai fait depuis 2017 à peu près toutes les créations de Boris. Enfin, beaucoup. Pas son solo, par exemple. On va pas toutes les citer, mais il y a Je ne suis pas cachée derrière la Non, mais on a beaucoup collaboré ensemble depuis que j'ai commencé à être interprète. Le plus récent, c'est Liberté Cathédrale. Exactement. Ouais, Liberté Cathédrale avec le Tanztheater. Avant ça, il y avait aussi Infini. J'ai commencé avec 10 000 gestes. Mais j'ai repris aussi des pièces assez emblématiques de Boris, comme Enfant. J'ai repris aussi Danse de nuit. Et c'est assez marrant avec le travail de Boris, c'est que il se balade un peu dans plusieurs endroits. À la fois, il y a A Dancer's Day, où on peut aussi donner des workshops un peu au public, rencontrer vraiment les publics dans des formats un peu particuliers, comme celui-là, ou comme La Ruée, par exemple, enfin, d'autres formats. Il y a aussi des formats en théâtre, mais aussi des formats dans la rue, comme Danse de nuit. Donc ça, en tant qu'interprète, c'est assez riche. Donc ouais, il y a eu un joli parcouru ensemble. Ouais. Et le match, Boris Charmatz, Solène Wachter, il fonctionne pourquoi? Moi, je trouve que Boris, il laisse assez de liberté à l'interprète. En fait, je pense qu'il laisse pas forcément beaucoup de liberté, parce que ça pourrait être perçu négativement, mais c'est plus qu'il fait vraiment confiance. Et je pense qu'il choisit justement des interprètes pour une certaine couleur, pour un style de danse de cet interprète-là. Et après, il fait beaucoup confiance, donc en tant qu'interprète, c'est assez agréable. Et puis, c'est une danse assez brute, une danse qui vient beaucoup d'une intention plus que d'une forme. Et je pense que ça m'a assez surprise moi-même, mais je pense qu'en fait, je suis vraiment une danseuse aussi qui aime danser par l'intention du corps plus que par la forme. Alors que quand j'étais au conservatoire, par exemple, ou même à part, je me disais, ah ouais, peut-être que je suis ce style de danseuse-là qui peut être vraiment sur la forme, sur de l'exactitude. Et plus ça va, et moins je suis sur de l'exactitude, et plus je suis sur du ressenti. Qu'est-ce qui va amener de la poésie dans un corps qui danse? C'est plus ça qui m'intéresse que la technique et la virtuosité. Et du coup, je trouve qu'avec Boris, on s'est bien trouvé là-dessus. Ouais. D'être dans l'intensité. Ouais, l'intensité, c'est quelque chose qui me parle pas mal, parce qu'avec l'intensité, il se passe plein de choses. Quand on est fatigué, quand on est transpirant, quand on est haletant, la danse, elle se transforme. Justement, elle devient moins propre et peut-être plus brute. Et je trouve que c'est là aussi où il y a toute une poésie qui s'échappe. C'est le cas d'ailleurs dans Liberté Cathédrale, ouais. Où le rythme est quand même particulièrement intense. Ouais, c'est une pièce très très physique. Ouais. Pour vous en tout cas, on y recherche, j'ai l'impression, l'épuisement. Ouais, je pense qu'il y a de ça, c'est assez marrant. Tomber, se relever. Ouais, et à chaque fois que j'ai fait une pièce avec Boris, j'ai toujours l'impression que c'est la plus dure physiquement. À chaque fois, il y en a une autre qui arrive derrière. Donc oui, mais c'est sûr que il y a un côté presque un peu trans sur certaines parties de Liberté Cathédrale. C'est une pièce longue et assez difficile pour les danseurs, mais qui est très belle aussi. Et comment on s'y prépare à ça, à cette énergie, à cette intensité? Alors, c'est quoi la formule magique? Je crois que je suis pas la meilleure pour donner des conseils sur comment s'échauffer, parce que des fois je me fais un peu vanner justement parce que je m'échauffe pas assez. Mais il faut s'échauffer. Je le fais pas, mais je vous le conseille. Voilà, c'est très bien. Non, je pense qu'il faut pratiquer, être reposé, et puis après, et puis y aller dedans à fond. Je pense que si on est un peu à moitié et un peu en résistance, c'est là où on peut se faire mal, surtout si on est nombreux. Je pense que c'est presque ça qui est plus difficile en tant qu'interprète, c'est gérer l'espace avec les autres. Mais voilà, donc il faut être bien réveillé pour pas se prendre des coups. Après, par exemple, sur For You Not For You, où je suis toute seule, c'est une pièce qui est aussi très 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 physique. Et, c'est vrai. En fait, parce qu'elle est justement, elle est très rapide. À chaque fois que la lumière change de côté, il faut être tout de suite dans la justesse du corps, et elle est assez virtuose aussi. Donc je suis en train de complètement dire que ce que je viens de dire avant c'est faux, parce que toute seule ça peut être aussi très fatigant. Et donc toutes ces étapes là de ta vie d'artiste te permettent de construire des familles autour de toi, des familles artistiques. Elle est composée de qui aujourd'hui ?
cette famille qui t'accompagne, qui te soutient, qui te permet d'ouvrir de nouveaux espaces créatifs? Il y a plusieurs pôles, je dirais. Il y a le pôle à Bruxelles avec des amis de Parts que je garde encore, ou avec qui j'ai travaillé, notamment avec Anne-Theresa de Kersmaker, sur un projet un peu one-shot comme ça au musée du Louvre. Donc c'est cette équipe-là, un peu d'amis très proches, qui sont danseurs, des gens qui écrivent sur la danse, des techniciens scénographes belges. Il y a bien sûr les équipes artistiques que j'ai côtoyées en tant qu'interprète, notamment celle de Boris, mais aussi d'autres. Avec Ashley Chen Ashley Chen, Maud Le Pladec, du coup. Voilà, c'est des gens qui restent aussi proches de moi et mon entourage. Et puis, toutes les personnes avec qui je collabore pour mon propre travail. Et puis, c'est aussi comment créer cette famille-là, ma propre famille, entre guillemets. C'est important. C'est très important de bien savoir s'entourer. Et comment créer sa propre famille, son propre soutien. La couleur aussi de cette famille qui suit mon travail. Mais que ce soit dans la production, comme dans la diffusion, comme dans la technique, tous ces métiers qui font d'un artiste ce qu'il est. Je pense que derrière chaque grand artiste, il y a aussi des gens qui les accompagnent et qui savent bien les accompagner. Et c'est super important. Et alors là, le chemin que tu as pris grâce à la danse, quand tu regardes, bon, t'es encore toute jeune, hein, mais il y a tellement de choses encore à accomplir, mais t'es heureuse là de ce... Ouais, je suis assez contente de ce chemin qui est en train de se dessiner, qui prend des tournants, qui avance et je pense que c'est un beau chemin. Après, je suis super curieuse de voir ce dont demain est fait. Mais je trouve que c'est en tout cas un univers où on côtoie plein de gens assez intéressants, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc je suis contente en tout cas d'être là-dedans. Ça serait quoi les rêves pour la suite? D'autres créations, ça c'est sûr, t'en as parlé. Ouais. Elles sont là dans ta tête. Et ouais, voilà, il y a d'autres créations qui sont dans ma tête et qui sont, même pour une d'entre elles, un peu en construction ou en début de construction. Donc les rêves pour la suite, ça serait de pouvoir continuer à faire là ce que je fais, tout en restant proche de la danse et du corps aussi, sans trop s'en éloigner en tant qu'autrice, et en même temps voilà, cette chose un peu mixée, et de continuer à pouvoir faire ce que je fais. On croise les doigts aussi pour la suite par rapport à ce qu'on fait tous dans notre art et dans la culture, en espérant que ça puisse continuer à se passer dans des bonnes conditions. On est très chanceux aussi ici en France aussi et en Europe d'avoir certains soutiens, et on espère que ça peut continuer. Mais voilà, les rêves, ça serait développer des choses et voir où ça nous mène. Et tu continues à aller voir beaucoup de spectacles? Ouais, nourrir comme ça? Alors j'essaye, là, en ce moment, récemment, ça a été un peu la course, et du coup, j'en vois pas assez. Je pense qu'on n'en voit jamais assez, mais en tout cas, j'essaye vraiment d'en voir de plus en plus, d'aller voir aussi les copains qui dansent, d'aller voir les copains qui créent, et les gens qu'on connaît moins aussi. Donc voilà. Super. Est-ce que tu veux rajouter des petits mots, des grands mots, des choses qu'on n'aurait pas évoquées ensemble aujourd'hui qui sont importantes pour toi? Il y a cette envie-là d'essayer d'utiliser le corps dans sa globalité, et dont avec la voix aussi. C'est quelque chose que j'ai touché du doigt récemment, et puis de plus en plus. Et c'est un outil que j'ai envie d'utiliser encore plus dans la suite. La voix pour dire, la voix pour chanter, la voix pour expérimenter des sons. Je pense la voix plus pour chanter que pour dire pour l'instant. Avant de savoir vraiment ce que je veux dire, je vais chanter une petite mélodie. Oui, pour se balader. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment un outil qu'on connaît pas trop en tant que danseur. Et en fait, il y a plein de possibilités avec ça. C'est aussi une partie du corps où on peut aller dans les détails là-dessus. Et puis, j'ai une famille qui chante beaucoup, ma sœur aussi qui est elle-même chanteuse aussi. Donc, c'est un endroit aussi où je vais de temps en temps. Qui te semble naturel. Voilà. Ok, on finit par un petit quiz? Un quiz? Ok, ouais, vas-y. Là, je mets le chrono. Non, je rigole. Une performeuse qui t'inspire, ou un performeur, hein, c'est pas... Satie Verune. Très bien. Un chorégraphe?
Trisha Brown, je vais dire Brianna Fritz, je vais dire Boris, et puis Anne-Thérèse Kersmaker et François Chéniaud peut-être. Super. Est-ce qu'il y a un livre qui est un peu ton livre de chevet, que tu consultes régulièrement? Alors, c'est pas mon livre de chevet, mais là, récemment, j'ai relu Manuel de chorégraphie de Jonathan Burrows. Et je trouve ça assez marrant quand on est en pleine création. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il va vraiment venir rassurer les gens qui créent dans ce livre-là. Il donne sa méthode à lui, il parle un peu de la création. Je trouve que c'est pas mal. Là, je l'ai relu récemment et c'est assez marrant comme petit bouquin. Et même si tu as pas eu beaucoup de temps récemment, un spectacle que tu conseillerais de voir, revoir, ça peut être quelque chose de passé, quelque chose qui t'a marqué? Un des spectacles qui m'a marqué il y a pas longtemps, c'est le Jardin des délices de Philippe Ken, que j'ai vu à Avignon. Je l'ai trouvé assez fou. On a un peu l'impression de rentrer dans la tête de Philippe Ken, et qui est justement très poétique et avec beaucoup d'humour. Il y a aussi A Divine Comedy de Florentina Holzinger qui m'avait mis une petite claque. Et aussi, c'est du théâtre. C'était un monologue de All of It. All of It, c'est le nom de la pièce, qui est composée de 3 monologues par une seule et même interprète, d'Alistair McDowall. Et notamment le dernier monologue qu'elle fait, ça m'a vraiment touchée. Et puis, j'aime beaucoup voir du théâtre aussi, ça rafraîchit un petit peu les idées, et cette pièce, je la conseille vraiment. Très bien, on se note tout ça. Voilà. Et la prochaine pièce de toi, elle parlera ce sera quoi le point de départ? Si tu l'as déjà. Ouais, je vais en parler brièvement. Ça rejoint un petit peu For You Not For You avec le point de départ des coutures un peu du divertissement, et venir désosser tout ça avec une attention particulière, je vais dire à l'arrière du décor, mais un autre style de décor qu'on va venir explorer. Cette fois, on sera 5 au plateau. Donc c'est une pièce un peu plus conséquente qui est prévue pour mars 2026 à Angers, au Festival Conversation, ok. Donc voilà. Donc il y a une date. Il y a une date, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Voilà. Maintenant, il y a plus qu'à la faire. Très bien. Et c'est bien de prendre aussi le temps de la faire, je pense. Oui, voilà. Surtout pour une deuxième pièce, j'avais envie de prendre le temps, d'attendre que ça vienne, d'attendre d'avoir vraiment envie et d'avoir vraiment quelque chose de précis en tête. Là, c'est bon. Donc on est parti. Merci infiniment, Solène, pour ce moment avec toi. Merci beaucoup. C'était trop chouette, merci. Merci à toi. Ciao, Salut. ciao. Salut. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.